comment ensuite je venais à remettre en question l'opposition nature-culture. Ce que le terrain m'a progressivement appris, alors que j'étais parti pour essayer de comprendre comment une société s'adaptait à un environnement de façon technique, matérielle, idéologique, etc., je me suis aperçu que cette idée d'adaptation d'une société à un environnement n'avait aucun sens dans le cas présent. Dans le cas présent, donc, en Haute-Amazonie, j'ai des gens qui avaient connu les premiers contacts pacifiques il n'y a pas très longtemps, et c'était pas... J'étais allé là non pas parce que j'avais un rêve d'authenticité primitiviste, mais c'est parce que m'intéressant aux techniques d'usage de l'environnement, c'était une bonne chose d'aller chez des gens qui n'avaient pas été trop... dont la vie sociale n'avait pas été trop transformée par le salariat, par le travail dans les plantations, par les cultures de rente, etc., ou par le changement des systèmes techniques. Donc il n'y avait pas de monnaie, il n'y avait pas d'argent, il n'y avait pas de travail salarié, etc. Bon. Et je me suis aperçu que ces gens-là, au fond, traitaient les plantes et les animaux au quotidien comme des partenaires sociaux et pas comme des ressources qu'il faudrait valoriser ou exploiter ou utiliser pour en tirer profit. Ça n'empêchait pas d'être d'excellents connaisseurs, bien sûr, de la botanique, en éthologie, en écologie pratique, etc. Mais ce n'était pas un savoir réflexif, ce n'était pas un savoir théorisé, si vous voulez, c'était un savoir empirique. Et l'autre raison pour laquelle on ne pouvait pas les concevoir comme des gens s'adaptant à une nature extérieure à eux, c'est que, comme tous les travaux d'ethnoécologie qui ont été développés en Amazonie au cours des trentaines d'années l'ont montré, la forêt amazonienne est en partie une forêt anthropique, c'est-à-dire que les techniques d'usage, en particulier de culture sur brûlis, ont pour effet de transformer la composition floristique de la forêt. Autrement dit, on peut considérer qu'une grande partie de la forêt amazonienne est un grand jardin, puisque la sylviculture et les techniques de culture sur brûlis, et notamment de transplantation de plantes sylvestres dans les jardins, ont pour effet, lorsque les jardins sont abandonnés, de faire des concentrations d'espèces utiles qui, au fil des millénaires, ont complètement transformé la physionomie de la forêt. Donc il n'y a pas un écosystème d'un côté qui serait indépendant des humains et puis de l'autre une société s'adaptant à cet écosystème. Il y a un milieu en coévolution avec des humains, et des animaux, des plantes, depuis des millénaires. Et ces gens-là, donc, en plus, considèrent ce travail de coévolution comme une sociabilité permanente avec les plantes et les animaux avec lesquels ils communiquent par toutes sortes de moyens, notamment dans les rêves, mais aussi par des incantations magiques qu'on appelle des anents, qui sont des chants qui sont adressés à l'intériorité des plantes et des animaux, au moyen desquels on espère influer sur eux. Donc je suis revenu, j'ai fait une thèse de doctorat que j'ai appelée la nature domestique, l'idée étant précisément que la nature, dans le cas présent, était au fond non pas domestiquée mais domestique, en ce sens qu'elle était les rapports sociaux qui traversaient et les rapports entre les humains et les non-humains et les rapports entre non-humains étaient les mêmes que ceux qui caractérisaient les rapports entre humains au sein de la maison, au sein de la grande maison collective où vivent les Achuar. Et il m'a paru complètement évident donc l'opposition entre nature et société au moyen de laquelle on pensait et l'adaptation et les dispositifs symboliques au moyen desquels les humains pensaient la nature, etc., était, dans le cas des Achuar, complètement inapproprié. Donc je suis parti sur cette piste qui, simplement, et de façon évidente, supprimait l'idée que l'opposition entre nature et culture était universelle et la remplaçait par des modulations des continuités et des discontinuités qui sont perçues par les humains entre humains et non-humains. Sociobiologie. Que penser des entreprises comme la sociobiologie qui cherchent à expliquer la culture spécifique à l'espèce humaine à la lumière de la coévolution gène-culture? Cette thèse vient-elle nuancer les critiques que vous avez formulées dans le passé à propos de l'explication avancée par Edward O. Wilson? Je voudrais dire d'abord que
tant la sociobiologie ou sa variante moderne, parce qu'au fond c'est à peu près la même chose, qui est la psychologie évolutionnaire, evolutionary psychology, se fixe des objectifs qui sont extrêmement différents de ceux qui peuvent intéresser l'anthropologie, puisque ce qui intéresse la sociobiologie, pour continuer à l'appeler comme ça, ce sont au fond des ressemblances, hein, c'est-à-dire à l'intérieur de l'espèce humaine et plus généralement des espèces biologiques, d'essayer de comprendre comment certaines fonctions sont exprimées pour répondre à des besoins évolutionnaires particuliers. Or, ce qui caractérise l'anthropologie, c'est exactement l'inverse. L'anthropologie s'intéresse aux différences. Non pas aux différences pour affirmer le primat de la différence sur toute autre chose. L'anthropologie, en tout cas celle qui m'intéresse, et vous aurez reconnu là, au fond, une inspiration structuraliste de l'anthropologie, c'est de comprendre la logique des différences. C'est-à-dire, on prend acte du fait que le monde social est infiniment différencié. Et à l'intérieur de cela, au lieu d'essayer de comprendre quelles sont les ressemblances, qui sont généralement assez superficielles, on s'attache à comprendre la logique et la systématique des différences. Donc on a deux objectifs qui sont complètement différents. La sociobiologie, c'est une clé qui ouvre toutes les portes. Et comme toutes les clés qui ouvrent toutes les portes, en science, il faut s'en méfier. Comment concevoir la notion de culture en théorie? Je ne sais pas, moi je cherche à ne pas l'utiliser, tout simplement. Je pense que elle a fait son usage. C'est d'ailleurs, du point de vue de l'histoire des idées, c'est très intéressant. Je disais tout à l'heure, était inventé en Allemagne. Bon, c'est un héritage de Herder, de l'école philosophique allemande. Il y a ce très beau texte de Brodel sur culture et civilisation, hein, sur les deux destinées de ces concepts qui, au départ, sont très proches. Taylor, encore, lorsqu'il définit la culture, vous vous souvenez, dans la définition de la culture, il dit la culture ou la civilisation, etc. Donc, encore, jusqu'au début... Jusqu'à la fin tout début du XXe siècle, les deux sont encore considérés comme étant synonymes. Cela dit, progressivement, en Allemagne, et pour des raisons politiques qui viennent de l'histoire même des États germanophones qui aspiraient à l'unification, la notion de culture en est venue à incarner un destin commun, une histoire commune, une langue commune, etc. Et en est venue à acquérir, au fond, la signification qu'elle a prise progressivement en anthropologie par le transfert, en fait, de la tradition allemande aux États-Unis par l'intermédiaire des premiers anthropologues américains, Boas au premier chef, bien sûr, mais aussi Gruber, même ceux qui ne venaient pas d'Allemagne, mais qui soit avaient été élevés dans le monde, dans un monde germanophone, soit avaient été élevés dans des universités, enfin avaient été éduqués dans des universités germanophones en Europe de l'Est. Donc il y a un destin intéressant de l'appropriation de la culture par l'anthropologie américaine, qui est au début une anthropologie allemande transportée aux États-Unis, qui va développer cette notion de culture et qui, par toutes sortes d'accidents de l'histoire, en particulier le rôle important qu'a joué l'UNESCO après la Deuxième Guerre mondiale comme propagateur d'un message mondial après évidemment les horreurs de la Shoah, antiraciste, anti-discriminatoire, etc., et dans lequel la culture paraissait comme l'outil le plus utile, en somme, pour fédérer ces idées. Donc la culture a connu, c'est aussi un concept historique, comme tous les concepts qu'on utilise, mais j'en suis venu à penser que si on veut faire du nouveau en anthropologie, et plus généralement en sciences sociales, c'est un concept qu'il vaut mieux laisser de côté. Comment penser l'anthropocène, les sciences sociales face au réchauffement climatique? Il me semble qu'effectivement, pour des
Alors, ce que j'attends de la conférence elle-même, je croise les doigts pour que ce ne soit pas un flop à nouveau, comme Copenhague. Ça a l'air de se présenter mieux. Je pense que le gouvernement français est assez engagé dans l'entreprise. Nous organisons un autre colloque au Collège de France la semaine suivante dans lequel nous allons échanger, c'est-à-dire quelques professeurs du Collège de France, allons échanger avec le président de la République sur cette question du réchauffement climatique. Donc, à l'évidence, il y a un intérêt qui se manifeste de la part des politiques en France, mais aussi dans d'autres régions du monde. Donc, on dit toujours, et je pense que c'est vrai, que c'est la conférence de la dernière chance. De la dernière chance, non pas pour les 2 degrés, parce que je pense que vous savez probablement comme moi que les climatologues sont maintenant persuadés que l'idée de maintenir à 2 degrés à la fin du siècle est une utopie, et que si on arrive à maintenir à 3 ou 4 degrés de réchauffement moyen, on aura déjà beaucoup de chance. Et quand on dit réchauffement moyen, c'est-à-dire que évidemment ça va varier en fonction des régions de la planète. Ce siècle est pour nous tous un défi extraordinaire. C'est un travail collectif, évidemment. Mais il faut se réveiller de notre torpeur. Ce n'est pas simplement une torpeur... c'est une torpeur dogmatique, au sens de Kant. Il faut se réveiller de notre torpeur et penser qu'au fond, les concepts au moyen desquels nous avons pensé le monde, et je parle à dessein du monde, le monde est social, et humain, et non humain, doivent être entièrement réformés. Voilà. Pour ma part, dès que j'ai fini le livre sur les images, dans mon cours cette année, c'est ce à quoi j'ai l'intention de consacrer mes forces pour les dernières années avant de devenir gâteux. Merci.